avec Donna, là, qu'est-ce qui se passe avec l'Argentine? Ils se sont réveillés aujourd'hui? Mais réveillés, c'est un grand mot. C'est un grand mot qu'ils se sont réveillés, mais bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont eu un peu d'aide. La défensive du Nigeria qui a bien joué pendant tout le match. Mais bon, il faut donner crédit à l'Argentine, leur expérience leur a bien servi. Messi il a marqué un beau but en première demi. Mais il faut dire que on voit le Messi, pas le même Messi qu'en Barcelone. Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais là. maintenant, il faut voir que vraiment les faiblesses de l'Argentine commencent avec l'entraîneur parce qu'ils n'ont pas la tactique fait que Messi est très isolé. Et souvent, dès que Messi touche le ballon en milieu de terrain, il y a 3 joueurs qui s'attaquent à lui. Donc, il n'y a pas de soutien. Donc, contrairement à Barcelone, tu vois qu'il y a un système de jeu bien établi. Mais il faut dire aussi, Messi a fait toute sa vie en Espagne. Il a toujours été formé à Barcelone. Donc, maintenant qu'il sort de cette bulle de Barcelone, maintenant, quand il joue, on lui demande de faire trop. Et il n'est pas ce joueur-là. Il n'est pas Maradona. Il n'est pas un maestro. Il n'est pas un créateur. Il est un finisseur. C'est ça, il est un excellent dribbleur. Mais souvent, quand on le voit avec le ballon, il y avait 3, il essaie de dribbler au lieu de prendre son temps puis voir qu'il y a 3 joueurs, puis trouver le joueur qui est ouvert. Bien, il faut dire aussi que ses coéquipiers ne l'aident pas, ils sont très statiques. Donc, il fait que l'Argentine s'est rendue que Messi est isolé. C'est un peu comme Jordan quand il était avec les Bulls à l'époque. Et ce que j'ai vu que le Nigeria ont fait, dès qu'il touchait le ballon, c'est quand je m'en souviens quand Jordan touchait le ballon avec les Detroit Pistons. Tout le monde, il y avait un étau qui se serrait sur Jordan. Puis avant, au début, Jordan n'avait pas cette sagesse de bouger le ballon. Donc, ça a pris un Phil Jackson pour mettre un système de jeu pour que ça permette que les joueurs soient plus impliqués. Mais ceci étant dit, l'Argentine ont passé et ce qui va être mieux pour la Coupe du Monde parce que le prochain match, c'est contre la France. Ben, c'est ça que j'allais dire. La France, là, c'est... Une autre équipe qui déçoit, quoique leur défensive est excellente. Tu vois que les joueurs individuellement sont exceptionnels, mais le collectif n'est pas encore à point. Mais peut-être en jouant contre une équipe qui est peut-être plus apte à attaquer, va ouvrir des portes, va ouvrir plus d'ouvertures pour que les joueurs comme Mbappé, Dembélé, Griezmann peuvent trouver des ouvertures sur la contre-attaque. Parce que vraiment, quand les équipes commencent à jouer comme, on va prendre le terme de basketball, tu sais, le half-court, la France a un peu plus de difficulté à débloquer les défensives. Mais quand c'est une équipe comme l'Argentine qui a un peu plus de talent, qui vont être plus encouragés à attaquer, là maintenant, les Dembélé, les Mbappé, leur vitesse va vraiment faire du bien pour eux. Donc c'est peut-être là on va voir une meilleure équipe de France, vu qu'ils vont jouer contre des meilleures équipes. C'est drôle à dire, à cause que maintenant, on joue contre des équipes qui sont qui sont moins fortes, donc ils ont une stratégie beaucoup plus conservateur, donc c'est plus difficile à trouver des ouvertures, mais ça va être un excellent match un samedi, que ça va être très chaud. Ça va être très chaud sur le plateau, beaucoup de Français avec nous. Donc, il y a aussi à Montréal-Nord, que, regardez, on va toujours être très avec nos confrères algériens, marocains, qui ont toujours cette alliance avec la France. Et aussi nous, en tant qu'Haïtiens, c'est nos colonisateurs, on n'a pas le choix de suivre la France du maillot du monde. Il y a aussi un peu de noir, donc ça aide aussi. Sport et politique. Il me semble que de plus en plus, en tout cas en 2017-2018, c'était assez flagrant avec qu'est-ce qui s'est passé dans le football. Kaepernick qui ne jouait pas pendant 1 an. On dirait que ça a commencé par là, malgré que c'était toujours là. Oui. Educated Fool, what do you think? Qu'est-ce que tu penses? Mais on pense que ça a commencé en 2017, mais le sport et la politique, c'est quasiment la même chose si on est pensonnier. C'est que, pensez, faut regarder, faut aller en arrière. Pense-y bien, quand il y a eu les Jeux olympiques de Berlin. C'était quand ça? En 1936. Oh, ok, j'étais pas née. Non, on n'était pas nés. Mais c'est quelque chose, c'est si on veut voir où la politique et le sport s'est entrecroisé, c'est quand Hitler voulait prouver son idéologie de la suprématie aryenne, qu'il a organisé les Olympiques pour prouver son point. Donc, il a éliminé les athlètes juifs de l'équipe allemande. Et il y avait aussi un risque de boycott, parce que les gens ne voulaient pas appuyer ce que Hitler voulait faire. Donc, mais heureusement,
les États-Unis sont allés. Parce que pourquoi ça nous a... On a trouvé un héros qui s'appelle Jesse Owens, qui a comme démantelé cette idée de supériorité à rien. Ce qui a fait que si on voit souvent dans les extraits, on voit que Hitler s'en va, il sort de sa chaise puis il part parce qu'il ne pouvait pas... Ah, c'est comme ça qu'il courait? Ah oui, il courait parce qu'il ne voulait pas lui serrer la main, tu sais, parce que... Mais ça, c'est... Mais il y a eu plein d'exemples dans le passé. Tu sais, on regarde les jeux de 1968, Tommy Smith, John Carlos, le salut, le point américain. Tu sais, ça, c'est une des images les plus marquantes de l'histoire sportive au Mexique pour dénoncer le traitement des Noirs aux États-Unis et aussi les traitements des athlètes dans l'équipe olympique. Mais aussi, ici à Montréal, l'émeute de Rocket Richard, de Maurice Richard en 1955. Pourquoi? Parce que il a été suspendu parce qu'il n'y a pas eu un arbitre. Entre parenthèses, tu sais quoi, pour les gens de Maurice Richard, il a été suspendu, tu n'as pas un arbitre. C'est dur. Mais il y avait des frères Clarence Campbell. Et Clarence Campbell représentait l'élite anglophone qui dominait, surtout à Montréal, où l'élite anglophone dominait la majorité francophone. Oui, puis ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Et mais souvent, on créditait l'émeute de Maurice Richard comme le début de la Révolution tranquille. Donc, ça, je prends différents exemples comme ça, je peux en prendre plein. Mais là, maintenant, à cause de l'élection de Donald Trump, t'as dit son nom? Ben, on a le même nom. Mais j'ai dit son nom. Ben, je veux dire, c'est son nom. Parce que c'est bien ça. Oui, il faut le mentionner. Pas le choix, parce que c'est lui qui a tout changé. Parce que lui, maintenant qu'il n'y a plus Hillary Clinton pour tabasser, puis que maintenant, Obama, même s'il essaie de courir contre Obama, politiquement parlant, il doit trouver un autre cible. Et maintenant, c'est quoi cette autre cible? Bien sûr, les athlètes afro-américains riches. Parce que ça stimule la base républicaine. En tout cas, ses fans, je ne parle pas des républicains, les supporters de Trump. Okay? Donc, ce qui arrive avec la NFL pour Colin Kaepernick, pourquoi Colin Kaepernick ne joue pas? C'est pas parce que les dirigeants de la NFL ne veulent pas qu'il soit dans la ligue, c'est parce que les dirigeants ont contribué à la campagne de Donald Trump et que, pour une raison que jusqu'à maintenant je ne peux pas vous répondre, les fans, les républicains ont peur de Donald Trump et qui fait que même les dirigeants, les Jerry Jones, ils ont une peur incroyable de Trump qui fait que maintenant c'est ça que Colin Kaepernick ne pourra jamais jouer. Et ça, c'est il ne pourra jamais jouer? Il ne jouera jamais. À moins que... faudrait que... Parce que à moins qu'il attend un autre 4 ans ou que le mandat de Donald Trump se termine puis il joue un peu au Canada pendant 2-3 ans pour faire un retour triomphal. On peut jamais dire jamais, mais dans les conditions présentes, non, il ne va jamais rentrer. Regarde, les dirigeants de la NFL, tu sais, la réforme de l'impôt, c'est pour ça qu'ils l'ont voté, c'est pour les entreprises. Et pourquoi que ils ont peur? Parce que Trump, on l'a vu, il fait des menaces. Il dit, vous ne voulez pas avoir de tweets sur moi, puis ils peuvent changer les lois. Regarde, on voit ce qu'il a fait avec les tarifs. Regarde, pour nulle part. Tu sais, c'est un gars, on connaît Trump, je ne veux pas m'attarder sur lui, je ne suis pas là pour défendre la politique. Mais, en un mot, le sport a toujours été la politique. Regarde, Jackie Robinson, les joueurs noirs qui n'ont pas pu jouer pendant des années, et c'est pourquoi il n'y avait pas de loi dans le baseball qui disait qu'ils ne pouvaient pas jouer, c'était un accord sous-entendu que les Noirs ne peuvent pas s'intégrer avec les joueurs blancs. C'était la même politique dans la politique de Jim Crow, qui faisait qu'il voulait séparer les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Donc ça se reflète. Et pourquoi? Très simple. Le sport, les politiciens veulent se rattacher aux athlètes, parce que les athlètes, c'est ce qu'il y a de plus proche d'une méritocratie. Tu sais, un athlète qui gagne, c'est juste, c'est pas de politique, donc ils vont toujours, c'est comme un symbole. Les gens adorent les symboles. Les gens vont, et les symboles, souvent, c'est ceux qui ont gagné, ils veulent s'attacher aux gagnants. Donc, on va voir que, tu vois, Trump, je pense que ça vient toujours sur lui, mais regarde, il a mentionné Tom Brady, c'est pas pour rien. Il gagne. Okay. Et quand il voulait qu'il vienne, il n'est pas venu.
c'est politique, c'est comme un message. Donc, et là, il utilise les athlètes noirs pour... C'est quand il est dans le politiquement parlant, il va s'attaquer aux athlètes qui ne sont pas derrière lui. Parce que c'est souvent, il faut voir les tensions raciales. Et il faut lui donner crédit à Donald Trump. Il sait comment toucher aux cordes sensibles des Américains. Donc, maintenant, l'ennemi maintenant, c'est plus Hillary Clinton, c'est plus Barack Obama, c'est les athlètes. Et c'est ça que ça donne. Donc. Mais ça, c'est au niveau américain, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe un peu Ici, dans notre continent. Oui. Mais en Europe. Ah, c'est pas pire. Bon, dernièrement, il y a eu un match entre la Suisse et la Serbie. Un match de quoi? Ah, la Coupe du Monde. Ok, oui. Puis, en dernière minute, il y a un joueur, Shaqiri, qui a marqué un but en dernière minute. Okay? Et c'est un joueur qui est d'origine, qui est suisse, mais il est d'origine, je pense, du Kosovo. Oui, c'est ça, oui. Et là, il y a une guerre entre la Serbie et le Kosovo dans la fin des années 90. Et là, il a fait un signe, je ne sais pas c'est quoi le signe, l'aigle ou sur le signe du drapeau de l'Albanie. Maintenant, il a été reprimandé par il y a une enquête sur ça parce que c'est comme une bataille politique. Donc, le but qu'il a marqué, et là, il s'est mis devant les fans de la Serbie. Il a fait le signe. C'est vrai. Parce que c'est la politique. Et parlant de politique, on peut prendre l'exemple de l'équipe nationale de France. Si l'équipe nationale de France gagne la Coupe du Monde, Emmanuel Macron va prendre comme un exemple de diversité à gagner. C'est comme la politique. Sa politique va gagner le globalisme. S'ils perdent, l'extrême droite va prendre un exemple pour dire regardez, c'est pas des vrais Français. Tu comprends? On regarde comment la composition de l'équipe, c'est bien sûr très, 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 très africain, très, très black. Tu sais, puis et j'aime ça, mais et j'ai toujours aimé, je me suis toujours attaché aux équipes, il y a beaucoup de diversité. Moi, j'ai toujours des noirs, toutes des blancs. J'ai toujours aimé, à l'époque, dans les années 80, j'aimais les Pays-Bas. Il y avait beaucoup de Gullit, il y avait les joueurs noirs à l'époque, puis il y avait ces deux identités, puis ils jouaient bien, puis ils jouaient un bon soccer. C'est pour ça que j'ai toujours aimé le Pays-Bas. Bon, le Brésil, ici, on parle d'une équipe qui est égale à la diversité, c'est le Brésil, qu'eux aussi ont leurs problèmes politiques, mais il n'y a que des exemples, et on a plein d'exemples. Donc, que les gens disent, je ne veux pas de la politique, quand je regarde un match, je ne veux pas de la politique, regarde, c'est la politique. Quand on parle du Canadien, l'équipe du Canadien a été fondée pour les francophones, pour la politique. On peut prendre aux États-Unis, le college football, le SEC, pour eux, c'est la guerre civile. C'est comme le Sud contre le Nord. Pour eux, c'est comme une c'est comme une revanche du passé pour leur identité. Et ça revient à ça, l'identité. L'identité et la politique, sport, identité, voilà ce qui rejoint le sport et la politique. Étiquette est fou, wouhou! Bon, je voulais vraiment pas parler des Habs, mais c'est un sport show. We need to talk about the Habs. Oui. Le repêchage, allez, commence ma déception. Vas-y. Pour être honnête, c'est pas une déception, parce que pour une fois que le Canadien décide d'aller sur la voie de la reconstruction, c'est le temps de passer à long terme. Donc, maintenant, ils ont pris un jeune qui n'est peut-être pas prêt pour 1 ou 2 ans, mais qui a un potentiel. Reboot ou rebuild? Non, des intoxications. Je pense que c'est un reboot qu'ils font. On fait pas un rebuild. Tu comprends? Ils ont besoin d'un changement. Un reset, mais un reset, comme tu veux. Mais, regarde, Jesperi Kotkaniemi, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, un Finlandais, comme un premier choix, comme il y a 25 ans, on a repêché Saku Koivu. Ça a bien tourné. Là, c'est la Attends. Saikou, what's up? OK. Et maintenant, c'est qu'ils leur donnent le temps, 2 ans, qui jouent en Finlande, parce que le Canadien ne peut pas développer des joueurs. Donc, on va les laisser, on va outsource le développement. T'es en train de dire quelque chose que c'est drop the mic. Le Canadien ne peut pas développer des joueurs. Si on parle aujourd'hui, à preuve du contraire. Ne sait pas développer des joueurs. développer des joueurs. Donc, ce qui est bon,
c'est que maintenant, il va jouer en Finlande. Et c'est là qu'il va apprendre à jouer au hockey parce que la seule chose que les Canadiens peuvent montrer aux joueurs du Canadien à faire, c'est de leur système de jeu. Ils ne les apprennent pas à jouer d'être les meilleurs joueurs de hockey qu'ils peuvent être. Le potentiel, donc, il va apprendre à jouer. Il va jouer contre il a déjà joué une saison contre des adultes à l'âge de 18 ans. Il s'est bien défendu. Donc, c'est déjà bon signe qu'ils prennent le temps. Et s'il vous plaît, laissez-le jouer au centre. N'essayez pas de le mettre à l'aile gauche ou à l'aile droite. Travaillez avec le jeune, OK? Ça fait quoi, 5-6 ans que les choix de première ronde ne produisent pas? S'imagine si moi je vais à l'école, je ne sais pas lire, c'est qui on va blâmer? Moi les parents. ou les professeurs? Ah, c'était pas les parents? Non, c'est à l'école qui nous éduque. Donc si je ne sais pas lire, OK? Si, OK, je suis le seul, OK, mais si après 3, 4, 5 classes, OK, personne ne passe pas leur cours, ils ne peuvent pas lire, c'est à qui qu'on va blâmer? Le prof, l'école. Okay. Donc, le Canadien, comme je te dis, c'est peut-être la meilleure chose qu'ils prennent un joueur européen avec une équipe qui a déjà un bassin, qui va leur laisser le développer. Puis quand il va venir en Amérique du Nord, là, ils vont le montrer le système, puis là, il va te faire jouer. Mais là, c'est comme ils ont repêché des joueurs de centre. C'est pour la première fois, ils sont en train de prendre leur faiblesse au sérieux. Mais à part de ça, je peux rien dire. On est prêt. Moi, j'étais prêt à lancer des perles sur Marc Bergevin. Moi, j'en ai déjà lancé, mais c'est correct. Oui, mais là, c'est le passé maintenant. Donc, espérons qu'ils vont faire la bonne chose avec ce jeune. Et qu'enfin, puis ça va prendre 2-3 ans, puis que nous, les fans à Montréal, on doit arrêter de vivre dans le passé maintenant. Il faut accepter la reconstruction. Il ne faut pas toujours arrêter. On pense qu'il y aura 1 ou 2, 3 moves qu'on va gagner la coupe. Non. C'est temps de voir une bonne fondation, de jouer avec des jeunes, développer nos jeunes. Quand tu as perdu cette année, c'est de perdre avec des bons jeunes joueurs qui vont apprendre. Et puis, on va arriver, puis là, on va devenir une très bonne équipe. Maintenant, la question, est-ce que Claude Julien est le bon gars pour développer ces jeunes? Il y a des questions. On avait avec Boston. Quand il est parti, c'est là que l'équipe a commencé à exploser. Il n'est pas un entraîneur pour les jeunes. Il faut voir avec Tyler Seguin, il y a eu des problèmes avec ces jeunes-là. Donc, est-ce que maintenant, l'organisation doit vraiment faire un examen de conscience pour voir est-ce qu'on a une bonne infrastructure pour maintenant de vraiment exploiter le potentiel, le talent de nos jeunes. Et voilà. Donc, espérons. Donc, je donne une bonne note à Marc Bergevin. Maintenant. Attends, tu donnes une bonne note? Une bonne note, oui. C'est vrai. Mais regarde, est-ce que je suis un fan de Marc Bergevin? Non. Je me suis encore remis de ce qu'il a fait à Souben. Oui. L'échange. En passant, il est sur j'allais dire la cassette, ça c'est old school, mais il est sur le jeu NHL. Mais parce que, le caractère, l'attitude, il n'y a pas de mauvais. Il est trop blanc. C'est un patinage artistique, Bergevin. Non, le problème. Et non. Bon, c'est correct. Souben était trop black. Non! OK. Oh! OK. Arrêtez. Maintenant, il a changé un Sergachev. Il était dans le mauvais sport. Pour un Jonathan Drouin. Non, à Montréal, tu connaissais ça à Montréal, c'est une bonne là, tu sais. Mais un patineur artistique. Mais c'est le passé. C'est le passé. Il aimait ça faire des flips. Tout ce qui manquait, c'est faire des chantiers. C'est le passé. OK? Maintenant, on regarde à l'avant. OK? Puis espérons qu'il a appris de ses erreurs. Et que maintenant, c'est le temps de prendre la voie la plus difficile, mais que c'est la voie qui va nous amener à vraiment où on veut aller, la gloire, puis devenir une bonne équipe. Pas essayer de faire la coupe, essayer de voler une coupe Stanley. Non, on essaie de gagner une vraie coupe, de bâtir une grande équipe. C'est ça la job d'un directeur gérant. Ça me fait penser, si on fait un petit résumé de 2 minutes, tu t'en rappelles, Educated Fool a écrit un article coécrit avec Yours Truly. Oui, mais c'est moi le Educated Fool, OK? That's my name. Remember that. Oui, ils vont s'en rappeler de ça, ils vont le voir tout le temps sur YouTube. Mais tu as écrit un article, on a coécrit un article sur, 2 articles sur Patrick Roy. Oui. Que tu faisais quand même appel à cet aspect-là que le Canadien vive sur le passé. Oui, on vit sur le passé, oui. Et c'est ça qu'on doit changer. Puis faut changer. Puis sérieusement, on doit voir que les équipes maintenant, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé les Florida Panthers, que eux, ils ont une équipe analytique qui font des recherches pour essayer de trouver, de repêcher les bons joueurs. Et ce qui arrive, c'est qu'au lieu de se passer de toujours
avoir les mêmes opinions, de regarder qu'est-ce qui a été fait dans le passé. Il faut regarder à l'avant, les choses ont changé. Et que maintenant, les jeunes ne sont plus les joueurs comme avant. L'époque de Maurice Richard, malheureusement, c'est fini. Les joueurs qui se saignent, c'est beau, on veut avoir le cœur, l'émotion, oui, le cœur, le bon travail. Travailler fort, c'est un, mais bien travailler, c'est autre chose. Et c'est ça qui manque aux Canadiens. C'est qu'on veut les Brendan Gallagher. Et c'est ça que Marc Bergevin maintenant doit faire. Il est capable d'aller trouver les Paul Barron, les joueurs qui travaillent fort. Mais les joueurs avec du flair, il faut accepter, il faut que le talent, les Guy Lafleur, depuis qu'il a pris sa retraite, on a plus cette grande vedette. Puis ces joueurs-là qui ont passé, les Kovalev, les Stéphane Richer, bon, Mass-Nation a eu un peu de succès, mais ces joueurs-là, souvent, c'est un problème. Il faut qu'on arrête que ces joueurs-là deviennent un problème pour le Canadien. Il faut qu'ils deviennent un atout. Il faut qu'on les exploite. Et là, maintenant, espérons que Marc Bergevin ait appris ses leçons et qu'il va laisser développer ce jeune Finlandais et d'autres jeunes joueurs qui ont été repêchés. Donc, c'est comme l'article que j'ai écrit. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà.